Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu spécial, celui de la place des crypto-monnaies dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Russie et l'Ukraine. Comment vas-tu Thibaut ? Écoute, ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Alors, notre rendez-vous hebdomadaire pour parler finalement de la place de la crypto et comment les crypto-monnaies vont progressivement s'incorporer dans notre quotidien. Et donc aujourd'hui, on fait un petit écart avec un sujet un petit peu particulier sur la place de la crypto dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, petit disclaimer du coup, on ne prendra pas de position politique aujourd'hui, c'est vraiment pas le but. L'idée, c'est vraiment de montrer comment ces technologies finalement vont s'incorporer et se retrouvent un petit peu entremêlées à ce conflit-là. Et ça va être intéressant. Et oui, parce que c'est ça aussi la crypto. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. D'ailleurs, si vous avez aussi des sujets intéressants que vous souhaiteriez nous voir traiter ou des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et on se fera fort de les faire venir sur notre plateau. Top. Alors on commence donc avec le sujet du jour. On a la chance de recevoir quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je travaille depuis longtemps. Il a commencé chez Just Mining, il travaille d'ailleurs encore un petit peu avec nous. Artem Siniakin, qui est également le fondateur du média Hawk Invest et qui a une expertise assez aiguisée sur le sujet. Merci, Salut, bonjour Thibaut, bonjour Stéphane, merci pour l'invitation. Alors Artem, une question qui est d'usage chez nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, ça m'intéresse toujours de savoir comment est-ce que tout d'un coup un jeune entrepreneur a fait connaissance avec l'univers des cryptos. Comment est-ce que tu en étais arrivé, toi, à tomber dans le Web3 ? Alors, moi j'ai fait un parcours assez classique, on va dire. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait le programme international. Donc j'ai fait une année à Lille, une année à Los Angeles et une année à Singapour. Donc j'ai pu visiter pas mal de pays. Par contre, j'ai jamais été très scolaire, jamais été très attentif en cours. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, quelque chose que je me sentais, on m'imposait. Donc à la fin de mon BBA, donc j'ai fait le BBA EDEC, à la fin de ce BBA, j'ai décidé de trouver un VIE, de trouver un stage de fin d'études pour commencer vraiment la vie active. Et il se trouve qu'avant ce VIE, j'avais 3 mois où je n'avais pas grand-chose à faire et je me suis dit que j'allais trouver un truc que je ne connaissais pas, un truc que je voulais découvrir. À ce moment-là, j'ai envoyé un message à Julien, qui était le CEO de Descoin, pour voir s'il n'y avait pas un besoin de stagiaire. Et j'ai fini chez Just Mining. C'était ma première expérience du coup, dans la crypto-monnaie, sachant que je suis arrivé chez Just. Je ne connaissais rien dans la crypto. Et ça m'a... En fait, le fait d'arriver dans une entreprise qui est jeune, où c'était vraiment un sujet que je ne connaissais pas, donc j'avais tout à apprendre. Et le fait d'avoir tout à apprendre, ça m'a redonné cette soif d'apprentissage que je n'avais pas pendant mes cours. Et un sujet aussi nouveau, surtout qui touche à la finance, à l'investissement, c'était vraiment cool de découvrir ça. Si je te suis bien, tu n'as jamais fait ton VIE alors ? Alors, je l'ai fait, mais ensuite je suis revenu chez Just Mining. Je ne suis pas resté à mon VIE. D'accord, donc ça fait très longtemps que tu as démarré chez Just. Tu es tombé dedans quand c'était vraiment encore une entreprise dans un garage ? Alors, ouais, Oui. j'ai connu Florange, Oui. donc à côté de Metz. Je suis arrivé fin 2019 et début 2020. Donc, par rapport à la plupart des gens qui sont dans ce milieu, je suis arrivé relativement tard. Et c'est pour ça aussi que j'ai dû plus apprendre, j'ai dû y mettre plus d'efforts. Et aujourd'hui, donc mes informations viennent surtout de Twitter la plupart du temps, avec 220 comptes, avec les notifs activés. Donc généralement, mon téléphone il vibre assez souvent. Mais globalement, voilà, aujourd'hui, j'ai commencé à apprendre plutôt les côtés techniques et essayer d'interpréter l'actualité qui a lieu dans la crypto-monnaie. Alors, sujet d'actualité, la place des cryptos dans le conflit russo-ukrainien. Ouais. Alors, pour commencer, un premier sujet du coup qui n'est pas tant technique, mais qui est plus, entre guillemets, idéologique, qui va toucher à la liberté financière. Donc, on a beaucoup entendu parler de la crypto dans ce conflit-là. Et il y a un sujet que je trouve hyper intéressant, c'est que temps de guerre, donc mesures exceptionnelles, et on a vu notamment le gouvernement ukrainien prendre des mesures assez drastiques envers sa population, en limitant les retraits parfois sur les distributeurs, en limitant les plafonds aussi sur les transferts internationaux pour éviter de dévaluer la valeur. Dans ce genre de situation, les crypto-monnaies et Bitcoin présentent des caractéristiques qui sont naturellement assez intéressantes. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et en quoi les crypto-monnaies peuvent apporter des réponses dans ces configurations-là? Alors, je pense que pour commencer, on peut reparler un peu du Bitcoin et de l'idéologie qu'il y a derrière. Beaucoup de gens disent que c'est une réserve de valeur. Sauf que quand on nous dit réserve de valeur, on entend ça par rapport à son prix.
Or, on regarde le Bitcoin, donc entre le moment où le conflit a commencé, c'est-à-dire au mois de mars, donc fin mars, il était aux alentours de 42 000 $. Aujourd'hui, les bitcoins tournent aux alentours de 19 800, 20 000 $. Donc on voit qu'il a perdu quand même 50% de sa valeur. Et donc, cette notion de réserve de valeur, je pense qu'elle est très souvent mal comprise. Du moins, moi, je ne l'interprète pas de la même manière. Pour moi, la réserve de valeur de Bitcoin, et j'ai envie de déconstruire les deux choses essentielles au sein du Bitcoin, c'est la clé publique et la clé privée. La clé publique, ça va être un peu comme un RIB que nous, on va avoir dans les banques où les gens ils peuvent vous envoyer l'argent et vous recevez cet argent-là. De part de sa décentralisation, le Bitcoin aujourd'hui, si aujourd'hui je suis en France, j'ai envie d'envoyer de l'argent en Ukraine, je peux le faire sans passer par une institution bancaire. C'est le réseau Bitcoin qui va transférer cet argent-là, qui va transférer cette valeur en Ukraine, même si, par exemple, mon établissement bancaire serait contre tout transfert d'argent vers que ce soit la Russie ou l'Ukraine. Et ensuite, la clé privée. La clé privée, ça va être la clé qui va permettre aux gens d'accéder à leur argent, de le transférer et surtout de le transporter juste en mémorisant 12 mots ou 64 caractères, comme les gens préfèrent, mais 12 mots, c'est généralement plus simple. Et en fait, aujourd'hui, si on imagine une personne qui décide de quitter l'Ukraine parce qu'elle a une famille, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle a envie de leur donner un avenir et aller se protéger quelque part, que ce soit du côté russe ou que ce soit du côté plus européen, cette personne-là n'a pas besoin de transporter des valises pleines de cash qu'elle ne pourra pas convertir dans une autre monnaie. Elle n'a pas besoin de transporter des lingots d'or qui vont peser des centaines de kilos dans leurs valises et qui vont se faire confisquer à la frontière. Donc en fait, c'est un cas d'usage assez intéressant. C'est cette portabilité et cette possibilité que le Bitcoin offre, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, dans ce genre de situation, pour les personnes essayant de fuir le pays et essayant de se trouver une meilleure vie ailleurs. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que dans le terme réserve de valeur, il y a la valeur financière, mais il y a aussi la valeur de la liberté, tout à fait. Qui est aussi une valeur absolument centrale défendue par les cryptoactifs, celle de la décentralisation, de la liberté. On y reviendra largement tout à l'heure. Donc ça met en lumière la façon dont en fait on a restreint l'accès au cash en Ukraine au moment du démarrage de ce conflit. Est-ce que les cryptoactifs, alors je crois que l'Ukraine utilisait déjà pas mal les cryptos. Il y avait une surutilisation des cryptos en Ukraine. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on a vu une explosion de l'usage des cryptos si oui, sur quel type de population et pourquoi faire? Alors, je vais juste rappeler un peu les sanctions. J'ai pris quelques notes avant de venir ici. Donc, au départ, la limite qui était imposée, c'était à peu près 1 400 € par semaine, par personne, pour retirer. Et ensuite, c'est devenu 330 €. Il y a également eu des limites de transferts internationaux en dehors de l'Ukraine. Donc, si par exemple les gens ils voulaient envoyer de l'argent sur un compte qui était hébergé à l'étranger, ils ne pouvaient pas le faire. Et également les retraits de cash qui étaient limités. Alors pourquoi est-ce que ces mesures-là ont été mises en place? Dans un premier temps, on va rappeler que c'est un pays qui est en guerre, donc ils ont besoin d'avoir toutes les ressources nécessaires, donc que ce soit la banque centrale, que ce soit les banques commerciales qui vont tout simplement faire faillite, et également protéger le cours de la grivna, qui est la monnaie nationale de l'Ukraine. Si tout le monde se met à vendre la monnaie nationale, tout simplement, elle va aller à zéro et cette monnaie ne vaudra plus rien. Or, dans un temps de guerre, un pays a besoin de ces monnaies-là pour financer l'effort, pour aider les populations, etc. Et donc, en effet, quand il y a eu la guerre qui a commencé, donc lorsqu'il y a Poutine qui a fait son discours, on a vu que le Bitcoin a chuté dans un premier temps. Le Bitcoin a chuté tout simplement parce que c'est un événement géopolitique qui va potentiellement affecter l'Europe, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine. Et forcément, les gens ont pris peur et ils décident de se désindexer d'un actif qui est considéré comme un actif risqué aujourd'hui par les marchés traditionnels et les traders en général. Et par contre, le lendemain, on a eu de nouveau une hausse sur le Bitcoin, et cette hausse provenait des gens qui faisaient du trading donc en rouble et en grivna, donc la monnaie ukrainienne. Or, le gouvernement a décidé de limiter les transferts internationaux, donc en fait, il y a eu un pic d'investissement avant que ça redescende. On a eu également des plateformes d'exchange, comme par exemple FTX, qui ont offert, il me semble, 25 $ à tous les utilisateurs ukrainiens, quelque chose comme ça. Et pour revenir sur vos propos, justement, l'Ukraine était déjà classée comme 4e pays en 2021, donc avant que la guerre commence. Aujourd'hui, l'Ukraine est classée en tant que 2e pays après les USA. Donc c'est quand même énorme par rapport à la taille du pays, par rapport à la population et par rapport au contexte aujourd'hui que nous vivons dedans. Et donc, dans un premier temps,
les populations voulaient contourner les sanctions mises en place pour le gouvernement. Mais d'un autre côté, également, on est dans un pays en guerre, on a une monnaie qui se dévalue fortement. Et donc, en fait, on a déjà connu ça en Amérique latine, notamment au Venezuela, par exemple, ou encore dernièrement en Turquie, où la population préfère mettre ça dans un actif qui est volatile et changeable dans n'importe quelle autre monnaie dans le monde, mais qui reste quand même moins volatile que leur monnaie nationale. Donc, il y a également ça. Ensuite, en termes de quelle est la population de l'Ukraine qui a échangé, je n'ai pas du tout ces données-là. Je pense que c'est assez compliqué de les avoir. Mais en effet, on a eu ce pic d'échange, que ce soit de la grivna ou du rouble, vers les crypto-monnaies. J'ai une question, ça a été possible tout au début du conflit, mais j'imagine que quand on n'a pas le droit d'avoir accès à son compte bancaire, de toute façon, on n'a pas plus la possibilité d'utiliser son propre argent pour acheter du Bitcoin. Donc en fait, il faut se prémunir de ce qui pourrait se passer en achetant du Bitcoin, j'allais dire, en avance de phase. Alors, si on parle du côté ukrainien, oui. Dans ce cas-là, ça aurait été intéressant d'acheter du Bitcoin, avant. Mais également pour le côté russe, parce qu'en fait, il y a également des sanctions qui ont été imposées sur les Russes. Mais les sanctions sur les Russes n'ont pas été imposées par le gouvernement, mais plutôt par les acteurs internationaux qui subissaient la pression des gouvernements, que ce soit européens ou ukrainiens. Par exemple, à un moment, le président ukrainien a demandé d'interdire l'accès aux plateformes de crypto-monnaies pour limiter les différents financements, que ce soit de la guerre ou autre, ou juste tout simplement l'accès à leur argent aux oligarques. Il a demandé d'interdire l'accès aux Russes. Or, on a vu que certaines plateformes mettaient des limites d'investissement pour les personnes qui étaient de nationalité russe. Et il me semble que la limite, c'était 10 000 euros, quelque chose comme ça, en Union européenne, qui a été imposée justement. Oui, d'ailleurs, ça a posé pas mal de problèmes sur l'idéologie entre la centralisation et la décentralisation, parce qu'on se retrouve dans un univers qui se veut normalement décentralisé, et on a eu des gouvernements qui ont pu prendre des sanctions à l'égard de la population russe qui était résidente notamment à l'étranger, qui se retrouvaient à avoir des difficultés à accéder à leur compte alors qu'ils n'étaient pas forcément en lien avec le conflit. Et il y a cette notion de portabilité qui a été évoquée, qui est aussi hyper intéressante, parce que si je suis ukrainien et que j'ai ma monnaie, donc le hryvnia, je ne sais pas comment ça se prononce, mais avoir une monnaie qui puisse où je vais trouver quelqu'un qui est capable de me l'accepter, que je sois en Ukraine ou que je sois au Japon ou que je reparte en France ou que je débarque aux États-Unis, c'est quand même hyper confortable. Alors que si je me déplace avec ma monnaie locale, si le conflit s'intensifie, potentiellement demain je vais avoir beaucoup plus de mal de trouver quelqu'un qui me la reprend à l'étranger, quoi. Et surtout les frais que tu pourrais subir sur tes échanges aussi. Imaginons que quelqu'un décide d'accepter cette monnaie-là. Les frais que tu vas subir, ça va être des frais de 30 ou 40%. Oui, les frais de change, naturellement. Ça va être énorme. Ça va être risqué, plus les frais de change vont augmenter. Deuxième sujet, vous avez abordé rapidement la transition. Vous avez parlé un petit peu des sanctions qui étaient imposées aux différents... donc là, qui étaient plus imposées à la population ou prises plus par mesure de pression. Quand on parle de conflit, on entend souvent... la crypto comme solution pour contourner ces sanctions, alors du coup avec une connotation plutôt négative. Un coup c'est l'Iran, un coup c'est la Russie. D'ailleurs Poutine a fait des déclarations récemment sur le sujet. La réalité c'est qu'on se rend compte quand on regarde un petit peu dans les détails qu'en fait c'est assez limité l'utilisation qu'on peut faire des cryptos pour contourner ces sanctions-là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces sujets-là aussi ? Alors, il faut noter que, donc, dans un premier temps, on a eu la secrétaire du gouvernement américain qui a dit « Mais regardez, les crypto-monnaies servent d'échappatoire à tous les oligarques, à tous les Russes qui ont de l'argent à l'étranger. Regardez, ils vont tous la convertir. » Donc ensuite, on a eu une étude de Chainalysis, qui est une entreprise qui, justement, regarde tout ce qui se passe sur le réseau. Et la conclusion de cette étude-là, c'était que le marché crypto n'était tout simplement pas assez liquide pour une évasion fiscale en masse. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'argent des oligarques russes, l'argent qu'ils détenaient à l'étranger. Ils ont regardé le marché crypto, ils ont dit, mais écoutez, si aujourd'hui, toutes ces personnes-là décidaient d'échapper aux sanctions et de convertir tout dans la crypto-monnaie, en fait, on l'aurait déjà vu, et le Bitcoin ne serait plus à 42 000, mais il serait bien, bien supérieur à ça. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans cette étude, et donc on a vu que, en fait, les crypto-monnaies ne servaient pas pour l'évasion des sanctions, tout simplement. Par contre, du coup, une actualité dans tout ça, aujourd'hui, il y a des groupes militaires russes qui font des collectes de fonds pour financer l'effort de guerre. Donc ça passe principalement par des groupes Telegram. Généralement, c'est financé par des
par des personnes qui détiennent du Bitcoin mais qui n'ont jamais enregistré leur visage où que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec les sanctions qui étaient imposées. Là, c'est plus une levée de fonds pour financer la guerre. Donc je pense qu'on va revenir un tout petit peu après sur justement comment est-ce que ce que l'Ukraine a fait également avec les fonds, comment est-ce qu'eux, ils ont procédé par rapport à ça. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs. Et il y avait eu aussi une déclaration moi, qui m'avait agréablement surpris. C'était une déclaration du directeur du FBI qui expliquait que, mais en fait, allez-y, utilisez en fait les cryptos si vous voulez, mais vous sous-estimez considérablement aujourd'hui les moyens technologiques et la compréhension qu'on a de ces outils pour finalement tracer et comprendre où vont les flux. Donc, c'est le channel analysis que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on peut conserver une certaine forme d'anonymat sur la blockchain, mais en aucun cas, ce qu'on fait n'est pas traçable. C'est-à-dire que justement, c'est un des avantages de la blockchain, c'est que tout est parfaitement traçable. Tout à fait. En fait, on parle souvent d'anonymat et c'est quelque chose sur quoi je voulais revenir. Pourquoi est-ce que les gens se tournent vers les crypto-monnaies lorsqu'il y a des sanctions ou lorsqu'il y a un conflit ou quelque chose? Parce que la plupart des gens, déjà, ils ne comprennent pas les crypto-monnaies. Ils en ont entendu parler une ou deux fois. On leur a dit qu'on pouvait financer le terrorisme, acheter de la drogue avec. Donc, ils se disent qu'ils sont safe s'ils achètent des crypto-monnaies et qu'ils se désindexent de leur monnaie à eux. Déjà, ce n'est pas une question d'anonymat, mais de pseudonymat. Donc, quand tout à l'heure je parlais de l'adresse publique, on peut voir quand même que certaines adresses détiennent tant de Bitcoin, tant d'Ether, etc. Donc tout ça, on y a accès via des outils, donc on appelle ça des explorers, où par exemple aujourd'hui, si vous voyez une adresse, vous pouvez voir combien il y a de Bitcoin ou d'Ether dessus. Donc ça s'appelle des explorers. Et donc les personnes qui se ruent vers les crypto-monnaies en essayant d'être anonymes, c'est juste qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement. C'est une décision totalement irrationnelle. C'est comme un dernier espoir qu'on essaie d'attraper en dernier recours. Mais en aucun cas, et c'est ce que tu as précisé Thibaut, justement, Chainalysis notamment, il travaille avec l'FBI, on a même ça à la gendarmerie et à la police nationale en France également, qui commence à travailler sur ces sujets-là. Donc c'est tout à fait traçable. Surtout quand vous avez une plateforme d'exchange où vous avez fait votre vérification d'identité, c'est encore plus facile. Donc les crypto-monnaies n'est absolument pas la solution parfaite pour ce genre de choses. Non, d'ailleurs, à un moment, si on veut avoir un usage dans le monde réel de ces crypto-monnaies, c'est-à-dire les reconvertir en euros ou en dollars, à un moment ou à un autre, il va falloir passer par le système bancaire qui, lui, va aussi faire les due diligence en matière de vérification de traçabilité des fonds. Donc, de toute façon, à un moment, l'argent doit retourner dans le monde réel et donc on lève là les soucis d'anonymat. De toute manière, nous, on le voit en France, pour avoir un établissement qui est régulier auprès de l'autorité des marchés financiers. Quand un client veut déposer de l'euro, on est soumis à certaines obligations, notamment sur la justificatif de provenance des fonds, et donc on ne peut pas faire rentrer n'importe quel fonds. Et d'ailleurs que ce soit des fonds euros ou des fonds crypto, parce qu'il y a aussi des outils qui permettent de suivre les transactions sur la partie blockchain. Et donc quand un client rentre en euros, on est capable de faire suivre un historique et de savoir si les fonds peuvent entrer ou non. Et il y a aussi, d'ailleurs, il faut noter une certaine différence, du moins une distinction qu'il faut faire entre les plateformes pour accéder aux crypto-monnaies, donc les exchanges comme Binance, FTX ou autres, et la technologie qu'il y a derrière. Donc on a la blockchain, on a le Bitcoin, on a l'Ethereum, mais aujourd'hui, si vous voulez convertir du fiat, justement, on passe par ces plateformes-là. Ces plateformes-là qui sont soumises justement aux régulateurs. On peut se rappeler notamment ce qui s'est passé au Canada lorsque il y avait des camionneurs qui se révoltaient contre les vaccins et contre les décisions gouvernementales. Le CEO de Kraken, donc l'ancien CEO maintenant, parce qu'il a démissionné, Jesse Powell de la plateforme Kraken, qui est l'une des plus grosses plateformes aujourd'hui d'échange des cryptos, et il a dit aux gens qui étaient au Canada en disant, écoutez, aujourd'hui le gouvernement canadien se rapproche de nous, ils nous disent bloquer le compte de cette personne-là, si on veut rester en vie, on sera obligé de le faire. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que la technologie de la blockchain et la façon d'accéder aux crypto-monnaies, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Si aujourd'hui on passe par une plateforme qui est régulée, par une plateforme où vous êtes sûr de ne pas vous faire voler l'argent, à ce moment-là, vous serez soumis à la vérification d'identité et beaucoup plus d'autres contraintes qui enlèvent votre anonymité sur Internet, on va dire. Oui, en fait, on en arrive toujours un peu à la même conclusion, qui est que les cryptos ne trouveront un véritable essor que quand l'univers des cryptos sera parfaitement régulé et qu'on aura, à un moment, fini par lever le voile sur toute cette
opacité de façade probable, mais on sent bien que les politiques utilisent cette opacité pour repousser le moment de l'adoption, pour probablement réguler encore un peu plus les cryptos. C'est-à-dire que finalement, cette opacité, elle a bon dos et on sent qu'elle est très utilisée par les politiques. Bien sûr. Puis en plus, on était tombé, notamment au moment du conflit, à un moment donné où on avait la présidence de la France sur la Commission européenne qui arrivait à terme. C'est cette commission-là qui était en train de piloter les discussions sur MiCA, donc la loi d'harmonisation européenne sur les cryptos. C'est la France qui avait cette présidence-là, et donc la France avait tout intérêt à pousser en fait la validation de ces textes-là. Et donc Bruno Le Maire avait fait un discours qui engageait à l'accélération de cette régulation MiCA, donc chose qui aboutit, mais en utilisant effectivement des propos qui n'étaient pas toujours justes. Mais on a vu aussi Madame Lagarde qui avait fait des postulats qui étaient assez erronés, mais c'est toujours les mêmes poncifs qu'on trouve et retrouve et qu'on retrouvera encore, je pense, malheureusement, quelques temps. Et je pense qu'il y a aussi un point à rajouter sur cette régulation, qu'on s'est quand même retrouvé aujourd'hui dans un moment où donc l'Ethereum est passé de Proof of Work en Proof of Stake. Je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais aujourd'hui, certaines transactions Ethereum sont censurées par le réseau. Aujourd'hui, il y a des bots qu'on programme, qu'on appelle des MEV bots, qui vont en fait soumettre les transactions du réseau aux validateurs. Et aujourd'hui, le MEV bot peut être configuré pour être compliant avec la liste de l'EFAC qui a été mise en place, donc la liste noire des adresses sur Ethereum, qui ne peuvent pas recevoir de transactions ou juste interagir avec certains smart contracts, notamment Tornado Cash également, qui avait été censuré. Donc aujourd'hui, on se retrouve quand même dans un moment où d'abord on régulait les plateformes, et là on régule directement la blockchain, parce qu'on met la pression aux entreprises qui construisent des choses dessus. C'est pas le gouvernement américain qui a dit d'ailleurs que l'Ethereum était maintenant sous régulation américaine parce que la moitié des validateurs étaient sur le sol américain. Ouais, un raccourci un petit peu osé. J'ai pas rêvé, j'ai bien vu passer quelque chose comme ça. Un truc comme ça, oui. Autre sujet, pour pas qu'on soit pressé par le temps, il y a la notion de transparence. Donc on va aborder par le côté des dons. L'Ukraine a reçu, notamment pendant le début du conflit, énormément de dons en crypto. Il y a eu plein de campagnes là-dessus. Chacun y allait de son action marketing pour dire qu'il avait donné X ou Y. Toutes les plateformes s'y sont mis aussi avec des petits modules de donation. Donc l'Ukraine, je ne sais plus le chiffre, je crois que c'est entre 50 et 100 millions, je ne sais pas si tu as le chiffre exact. Alors il y a eu 54 millions quelques semaines après. Et ensuite, on parle d'un chiffre en effet entre 60 et 100 millions en fonction des datas que certains médias ont. Donc ça qui a été collecté par l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien a communiqué récemment un tableau qui expliquait la justification des dépenses. Voilà, on a utilisé tel montant pour ça. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ce tableau... finalement, il repose que sur la confiance qu'on peut lui accorder, alors qu'avec la blockchain, finalement, ce qui aurait été intéressant, c'est d'utiliser cette transparence pour dire, vous nous avez donné tant, nous, on les a utilisés comme ça, et vous pouvez le voir parce que finalement, c'est dans le réseau. Il aurait fallu qu'on puisse vendre des armes à l'Ukraine payées en crypto. Voilà, c'est ça, en fait. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que, donc, en fait, l'Ukraine, de base, quand ils collectaient ces fonds-là, ils étaient censés les utiliser pour aider les populations et acheter des armes non létales. Donc c'est ce que le gouvernement a fait. C'est pour ça d'ailleurs que notamment Vitalik Buterin, qui lui prône l'amitié et le monde un peu utopique. Bisounours. Voilà, exactement. Qui avait envoyé une donation justement à l'Ukraine. À ce moment-là, c'est par exemple, donc d'après le tableau qui a été transmis par l'Ukraine, la plus grosse dépense c'était des drones. Ensuite, c'était des équipements militaires comme par exemple des viseurs, des vestes par balles, donc toutes les choses qui rentrent un peu dans le militaire, quand même dans l'équipement militaire. Je ne suis pas sûr que si, au tout début, lorsque ça a été annoncé, s'ils avaient annoncé ça, s'ils auraient eu autant de soutien. C'est là où je voulais en venir. C'est que du coup, s'ils avaient vraiment expliqué le pourquoi du comment ils allaient utiliser les fonds, peut-être qu'ils n'en auraient pas bénéficié autant. Et ça rejoint... Là, ça s'applique bien dans ce cadre-là, mais ça peut s'appliquer à plein de choses, de dire finalement avec la blockchain, on peut retrouver des notions de traçabilité qui font que quand on donne de l'argent à quelqu'un, que ce soit les impôts avec le gouvernement, on pourrait avoir une notion de traçabilité sur réellement ce qui est fait, qui est assez intéressante pour le consommateur. Tout à fait, et je pense aussi on peut faire un peu
un parallèle un peu flou, mais quand même un parallèle avec la roadmap de certains projets crypto, que ce soit des blockchains ou des projets NFT ou peu importe, tout projet, parce que dans un premier temps, on vous met de l'étoile de fée dans les yeux en disant ah, mais regardez, on va sortir un jeu Web3 qui va tout rafler sur le marché. 3 ans plus tard, on n'a toujours pas de jeu, les gens ils ont investi dedans, ils ont mis leurs économies dedans, ils se sont dit que ça pouvait être un bon investissement. Et au final, la roadmap n'est pas respectée, mais qu'est-ce que tu peux faire si tu as déjà investi dedans à part perdre ton argent? Oui, mais le scam n'est pas propre à la crypto. Alors effectivement, il y a, dans n'importe quel projet, on peut investir dans des projets qui n'aboutiront jamais. Et ça, c'est pas propre à la crypto. Mais c'est vrai que l'avantage de la crypto, c'est qu'on pourrait conserver de la crypto et donc nous donner une traçabilité parfaite sur les comptes. Qu'est-ce qui a servi à payer les salariés, qu'est-ce qui a servi à payer la recherche et développement, etc. Exactement de la même façon que dans ce conflit russo-ukrainien, de savoir à quoi est-ce qu'ont été attribués les dons faits à l'Ukraine au début du conflit. Ça permettrait d'avoir une meilleure visibilité. Peut-être un petit dernier sujet, il nous reste encore un petit peu de temps pour évoquer l'aspect de l'adoption. Donc l'Ukraine avait une population qui était déjà enclin à utiliser la crypto, c'était déjà bien utilisé sur le territoire. Est-ce que tu penses que si le conflit avait eu lieu dans un autre territoire qui n'avait pas forcément cette appétence-là, on aurait eu un intérêt aussi fort, aussi important ou pas? Et est-ce que tu penses que ce genre de choses, sur le long terme, a vocation à développer l'écosystème? Alors je pense que dans un premier temps, déjà, il faut se rendre compte que c'était un pays qui était quand même au courant de ce qu'était la crypto. Et ils avaient une accessibilité notamment à travers un des exchanges au sein du pays. Qui est Kuna, c'est ça? Exactement. Donc tu pouvais accéder en fait à la crypto-monnaie avec ta langue natale. Aujourd'hui, pas tous les pays ont un exchange crypto. Donc généralement, ils passent par d'autres, comme par exemple Binance, qui est présent dans plein de pays aujourd'hui. L'adoption n'est pas la même. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si tu as une population qui veut investir, qui veut mettre de l'argent dedans ou qui veut tout simplement accéder à la crypto-monnaie, pas en termes d'investissement, mais juste pour protéger leur argent, il faut qu'il y ait les infrastructures et la régulation qui est en place. Parce que si tu décides d'investir dans la crypto-monnaie, par exemple en Chine, et que le gouvernement te surprend à avoir un compte sur une plateforme qui a été interdite, crois-moi que 2 minutes plus tard, tu finis derrière les barreaux. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Je pense que le gouvernement ukrainien avait déjà reconnu légalement les crypto-monnaies avant ce conflit-là. Donc c'était beaucoup plus... les gens savaient beaucoup plus que ce n'était pas un actif qui servait à financer le terrorisme ou à blanchir de l'argent. C'était quelque chose qui était reconnu par le gouvernement. Donc je pense que tout dépend vraiment du pays où a lieu le conflit et surtout quelles sont les infrastructures qui permettent d'accéder aux crypto-monnaies également. Cette émission va toucher à sa fin. Artem, où est-ce qu'on peut te retrouver et trouver ton média? Alors, nous, on a commencé sur Instagram, contrairement à tous les autres qui ont commencé sur Twitter, c'est oak.invest sur Instagram. On fait également des recherches Twitter qui font plusieurs dizaines de tweets, entre 50 et 80 en moyenne. Donc là, c'est oak-fr. Et globalement, on est présent sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, où on a une émission NFT, que ce soit LinkedIn, on publie juste de l'actu du monde de finance, parce qu'on n'est pas basé que uniquement sur la crypto. On parle également de la bourse et de l'immobilier. Comme ça, on a une vue 360 sur l'investissement. On parle également de géopolitique, de l'économie. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous suivre, ils sont les bienvenus. Mais évidemment, ils sont les bienvenus et j'espère qu'ils sont très nombreux. Bon, il y aurait énormément de choses à dire, mais malheureusement, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Artem, d'être venu partager ton expérience sur notre plateau. On espère vivement que ce sujet vous aura intéressé. Et si vous avez des témoignages sur ce sujet ou sur d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup Thibaut pour nous accompagner chaque semaine de ton éclairage sur ces sujets qui sont semaine après semaine de plus en plus passionnants. C'était Parlons Crypto sur BFM Business, une émission produite par la H Consulting. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en attendant de nous retrouver sur le plateau de BFM Business, vous pouvez retrouver Parlons Crypto, notre chaîne YouTube Parlons Crypto, l'émission, chaîne à laquelle évidemment vous n'oublierez pas de vous abonner. À bientôt. À bientôt. Merci.